Ce soir, on parle des compétences. Mais pas que des compétences, on va parler aussi de décentralisation. Parce que l'idée, c'est pas juste de faire une interrogation sur qui fait quoi, mais la question, c'est si vous arrivez en 2026 à des responsabilités dans vos conseils municipaux, il va bien falloir savoir ce qu'on fait, ce qu'on ne peut pas faire, quels sont les freins et comment on va devoir se battre et imposer aussi un rapport de force pour appliquer nos mesures, appliquer notre programme dans un contexte où à la fois financièrement, on l'a vu avec Franck la dernière fois, les collectivités sont dans une situation financière assez dramatique et le gouvernement Bayrou va continuer dans cette trajectoire. Donc à la fois des contraintes financières, des contraintes démocratiques et des contraintes politiques liées à la préfecture et aux différentes institutions. Donc on va essayer de remettre ça aussi dans son contexte, qui est l'origine de la décentralisation. Voilà, on peut peut-être commencer là, si tu peux mettre toutes les trucs de la diaposée, encore. Voilà. Alors, non, il en manque un. Il en manque un. De toute façon, tu as le visuel sur cette après. Voilà. Alors, pour ceux qui suivent directement en ligne, on va commencer du coup sur d'où vient du coup la démocratie locale et quelles sont ses origines et dans quel contexte politique on a pu obtenir la possibilité dans les conseils municipaux et dans les collectivités de pouvoir que les citoyens puissent avoir la parole. Donc le premier moment, on va dire, de réveil, enfin d'éveil des collectivités, bon, vous savez, dans l'ancien régime, sous la monarchie, les strates territoriales, en fait, c'était souvent l'Église, enfin c'était l'Église, et c'était dirigé en évêché, en paroisse, il n'y avait pas de démocratie, encore moins de démocratie locale, mais il n'y avait pas d'institution locale. Donc on arrive en 1789 avec la création des communes et des départements. Et c'est ce qu'on dit, nous, au Parti de gauche depuis longtemps, c'est qu'il y a un triptyque territorial qui est issu de cette Révolution française, qui est commune, département, État, et qu'il ne faut pas revenir dessus. Parce que aujourd'hui, on va de plus en plus vers un système qui est un autre triptyque, qui va remplacer du coup ce triptyque démocratique par un autre triptyque qui est métropole, l'intercommunalité, les grandes régions depuis 2015 avec la fusion des régions qui se base en fait sur l'idée de grandes régions type Länder allemand en fait, et non plus l'État mais progressivement remplacé par par l'Union européenne, enfin en tout cas par les institutions de l'ordolibéralisme. Donc on est en train de se diriger, et c'est pour ça que je reviens aux origines de la démocratie locale, c'est que cette démocratie locale, elle est en péril. Et comment on fait pour lutter pour nos institutions? Il ne suffit pas juste de dire on est pour la décentralisation, on va arriver dans nos conseils municipaux et on va faire le socialisme dans une seule commune. Non. Ça n'a jamais fonctionné et ça ne fonctionnera pas, mais il faut regarder d'un point de vue global comment on arrive à créer des alternatives et comment on arrive à créer de la démocratie au niveau de nos territoires. Donc voilà, le décret du 14 décembre 1789 qui crée les départements et les communes, et ensuite, alors il y a 1792, et c'est pour ça que je l'ai mis, parce que c'est une date importante, et nous aussi, politiquement, on a intérêt à revenir sur cette vulgate qui voudrait que Robespierre ait été un grand centraliste, que voilà, c'était l'État et seulement l'État, alors que en fait, on se rend compte qu'en 1792, il y a une autonomie communale qui naît, il y a les premières libertés locales qui apparaissent, évidemment tout ça sous contrôle de l'État, mais en fait sous le contrôle de la souveraineté populaire. Donc c'était pas la panacée, mais il faut revenir sur cette vulgate qui est de dire que Robespierre était un centralisateur. Voilà. Ensuite,
il y a une alternance, vous connaissez un peu l'histoire, il y a une alternance entre la monarchie, l'empire et les républiques. Et tout au long de cette histoire française, on a une évolution progressive de la démocratie locale et de l'autonomie locale à mesure que la République s'ancre en France. Voilà. Et Troisième République, donc les premiers conseils municipaux qui vont être élus, on n'est pas sur au gré justement des évolutions démocratiques avec le suffrage censitaire, donc vous savez c'était à l'époque le seigneur, il n'y avait pas d'urne, il n'y avait pas d'isoloir, il prenait le bulletin, tous les autres regardaient ce que prenait le seigneur et il devait voter pareil. Donc on a un peu évolué depuis quand même. Mais voilà, c'était ça la manière de fonctionner sous la Troisième République, avec dans les grandes villes, évidemment, le préfet, l'État, qui nommait les maires et qui imposait un contrôle total sur la gestion. Et ça, c'est une notion de droit qui est importante, c'est qu'avant la décentralisation, il y avait un contrôle a priori des décisions par le préfet. Donc il y a une distinction a priori et a posteriori après la décentralisation, c'est-à-dire qu'un contrôle a priori du préfet veut dire qu'il décide de l'ordre du jour du conseil municipal, il peut censurer n'importe quelle décision avant même qu'elle soit mise en vigueur et voilà, il n'y a aucune liberté démocratique, aucune liberté communale. Voilà. Et donc après la Seconde Guerre mondiale, on va vers de plus en plus une élection des maires au suffrage universel. Voilà. On peut avancer la slide. Et donc, à mesure que la démocratie locale avance, on se retrouve à la date clé qui est 1982 et qui est le début de la mue vers les départements, vers les régions. A l'inverse, la déconcentration, il n'y a pas de liberté, ça ne va pas, le pouvoir ne va pas aux collectivités territoriales. C'est l'État qui va dans les territoires. Donc typiquement, c'est la préfecture. La préfecture, c'est un pouvoir déconcentré. Et de même que les différentes agences que vous pouvez connaître, comme par exemple l'OFB ou l'Office national des forêts, sont des agences déconcentrées et non pas décentralisées. Les structures décentralisées, c'est les collectivités, et donc c'est uniquement communes, départements et régions. Alors voilà, là c'est donc les trois actes de la décentralisation. Donc on a parlé de l'acte 1 avec les lois de fer, donc il y a la fin de la tutelle étatique, et donc comme on le disait, on passe d'un contrôle a priori des décisions des collectivités vers un contrôle a posteriori, et avec la notion d'égalité des actes administratifs, et le contrôle a posteriori change radicalement les normes, puisque les collectivités vont pouvoir s'administrer librement. Elles vont pouvoir prendre des décisions, faire leur propre ordre du jour de conseil et décider budgétairement et politiquement de ce qu'elles veulent faire. Et c'est très important parce que on change la notion du rapport des collectivités avec l'État, avec une vraie liberté, parce que c'est ça le centre de la décentralisation, c'est la libre administration des collectivités. Et donc, avec ce contrôle a posteriori, on change le rapport qu'on a avec l'État et on s'oriente vers, du coup, une plus grande liberté. Ça ne veut pas dire que le préfet ne contrôle rien, puisque le préfet, a posteriori, donc après les conseils municipaux, départementaux et les votes des conseillers, peut revenir sur la légalité d'un acte administratif. Il peut dire ça ne rentre pas en cohérence avec la loi, mais il doit le justifier, il a des services pour ça, et donc il y a de plus en plus de va-et-vient, on veut dire, pour essayer que les communes s'administrent, les collectivités s'administrent librement. Voilà. Et donc on a aussi la naissance de la fonction publique avec le système de carrière. Alors vous savez que la fonction publique c'est très militaire, hein. Il y a
c'est issu de Napoléon à la base. Donc, si vous voulez, il y a les grades, les postes, les machins, ça remonte à l'avancement. Vous connaissez ça, ceux qui sont fonctionnaires. Mais on voit apparaître à partir de 82, du coup, une fonction publique territoriale associée à la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière. Parce que, de même qu'il y a 3 budgets pour l'État, il y a le budget de l'État, il y a le budget de la sécurité sociale et il y a le budget des collectivités. De même, il y a la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière et la fonction publique, je ne sais plus lequel j'ai dit, d'État ou des collectivités. Voilà, ensuite on passe à l'acte 2, donc 2003, donc vous voyez, il y a quand même un bon paquet d'années qui ont passé depuis les lois de fer, et on va arriver sous Raffarin. Et là, on passe une étape avec une révision constitutionnelle et on va à le fameux article 72 de la Constitution qui est très important parce que c'est celui qui va donner une existence légale et constitutionnelle aux collectivités. Je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse le contenu de l'article, mais il pose les bases du coup de la libre administration des collectivités et il définit le rôle de chacune. On verra plus tard la clause générale de compétences, voilà. Et donc il y a l'article 72 et l'article 74 de la Constitution, c'est les collectivités d'outre-mer, voilà, qui ne sont pas dans le même article, mais qui ont un article spécifique. Donc on a sous Raffarin cette révision constitutionnelle qui affirme que la République est décentralisée. On a la création aussi des premières intercommunalités, des EPCI, donc des établissements publics de coopération intercommunale, et la reconnaissance du principe de péréquation. Alors ça c'est hyper important, si vous avez des questions on peut revenir aussi là-dessus, mais la péréquation c'est le système de solidarité, on va dire, entre les collectivités ou entre l'État et les collectivités. Alors il y a la péréquation horizontale, c'est-à-dire qu'il y a un système voilà, de redistribution entre des collectivités grosses et des plus petites collectivités, et il y a un système vertical qui est un système de solidarité entre l'État vers les collectivités qui ont des besoins. Voilà, donc il y a la première, ces notions-là qui apparaissent. Les EPCI, les intercommunalités, les communes ne sont pas encore dans l'obligation d'adhérer à une intercommunalité, mais ça va vite arriver. Et enfin, la possibilité d'avoir un référendum local décisionnel. Donc là, on passe un pas aussi sur le caractère démocratique des collectivités. Et donc, on va voir apparaître certains types de référendums. Par exemple, nous, à Grabel, on a fait au mandat précédent un référendum local sur l'eau. Voilà, sur la gestion de l'eau. Est-ce que, poser la question aux Grabellois, est-ce que vous êtes pour la gestion publique ou pas de l'eau? Voilà, et donc il y a cette possibilité-là. Bon, c'est difficile à mettre en place, ça coûte de l'argent, ça demande des moyens, mais quand on a une question politique sur laquelle on n'est pas d'accord et sur laquelle il faut trancher, et ben, c'est la population qui a la possibilité de s'exprimer. Voilà. Et enfin, donc l'acte 3, qui est celle qui va nous intéresser parce que l'acte 3, en fait, c'est le début de l'austérité des collectivités. Alors, on est sous Hollande, sous le pouvoir socialiste, et les premiers budgets des collectivités, premiers budgets d'austérité des collectivités apparaissent, et notamment dans les métropoles. Alors, il y a 3 grandes lois. Il y a la loi MAPTAM et la loi NOTRe. Alors, ces deux-là, il faut que vous les ayez en tête parce que pour les élections municipales, elles vont avoir un impact décisif. Et à cela s'ajoute en 2015 la fusion des régions qui, là aussi, va vers ce nouveau triptyque dont on a parlé au début, qui est de faire des grandes régions type Landers allemand. Et donc, les deux lois, la loi MAPTAM et la loi NOTRe, elles vont déjà obliger les collectivités à adhérer à une intercommunalité. Il n'y a plus aucune collectivité en France qui n'est pas dans une intercommunalité, à part, il y a quelques petites exceptions, mais elles sont moins de 10, qui sont pour la plupart des petites îles
qui sont au bord de la Bretagne, par exemple l'île du Bréa, qui est magnifique, que vous connaissez, et ben, elle n'est pas dans une intercommunalité, mais ça reste une exception, la loi obligeant du coup les collectivités à adhérer à un EPCI. Et donc, il y a aussi une forme de clarification des compétences, mais qui n'est pas une clarification, parce que la clause générale de compétences, on en a parlé, c'est celle qui va définir pour chaque collectivité quelles sont les compétences obligatoires. Et les autres n'ont pas le droit de démordre à cette règle-là. Donc, on avait dit, par exemple, les communes, c'est les compétences de proximité, le département, c'est les compétences sociales, et les régions, c'est la formation professionnelle et le développement économique. Et donc, il y a ces clauses de compétences générales qui ont été édictées en 2014, puis retirées en 2015, puis à nouveau remis, puis à nouveau retirées. C'est un bordel pas possible, mais voilà, ce qui a mis aussi les collectivités dans une forme d'incertitude à un moment donné sur qu'est-ce qu'elles devaient assumer ou pas comme service public. Donc l'acte 3, c'est vraiment l'acte qui va consacrer les grandes métropoles et les grandes régions. Et c'est en ça, et l'austérité budgétaire. Et c'est en ça qu'il va falloir se battre, parce que penser la démétropolisation, c'est penser contre les lois MATDAM et contre la loi NOTRe. Voilà. Donc on va passer aux compétences. Est-ce que vous avez des questions là-dessus déjà, ou ça va? Alors, s'il n'y a pas de questions, on continue. L'acte 3, il interdit toute coopération entre les communes qui ne sont pas dans la même EPCI aussi, non? Il oblige les collectivités à être dans un EPCI, mais non, il n'interdit pas les coopérations interterritoriales, et au contraire, on peut les voir de plus en plus avec ce qu'on appelle les syndicats mixtes, où il y a différentes structures qui découlent des EPCI, qui peuvent être à la fois des formes publiques-privées sur la gestion de certains services publics ou certains biens communs, et le développement CIVU, CIVOM, toutes ces appellations-là qui multiplient les strates. C'est des SEM, ça, non? Ou des SEM, ça dépend le contenu, mais en tout cas, il y a une multiplication de ces strates qui apparaissent, de ces entités qui apparaissent, et faussement, hein, parce que en fait on dit on va faire ça pour simplifier. On va obliger les collectivités à se mettre dans des intercos pour simplifier, pour faire des économies, etc. Et au final, ils ont créé 10 000 types de PCI différents. Aujourd'hui, il y a 10 000 types de PCI différents. Donc ils ont dit... C'est un vrai chiffre au-dessus? C'est pas un chiffre 10 000 pile, mais c'est autour de 10 000 types de formes de structures juridiques. Et donc, ceux qui disaient le mal français des 36 000 communes, on ne va pas s'en sortir, regardez en Allemagne, regardez en Angleterre, on a plus de 400 communes, c'est des grosses entités urbaines, et bien finalement, nous, on arrive à créer 10 000 formes de PCI différents. Donc c'est pas tant une avancée que ça en termes de management des collectivités, on va dire. Voilà, donc maintenant passons aux compétences. Alors, j'ai dit, il y a 3 collectivités locales, la commune, le département et la région. Les EPCI ne sont pas une collectivité. Ce ne sont pas des collectivités, ce sont des établissements publics de coopération, sans élection directe, mais qui se basent sur la coopération entre les communes. Et ça aussi, c'est une notion importante, parce que dans les métropoles ou dans les EPCI, il n'y a pas de majorité d'opposition. Il y a simplement des élus qui vont représenter les intérêts de leur commune et de leurs citoyens. Et donc, il peut y avoir une opposition au conseil municipal de Montpellier. Il peut y avoir une opposition au conseil municipal de Grabel. Il peut aussi y avoir qu'un conseiller d'opposition de Grabel siège au conseil métropolitain, selon la strate de la commune. Par exemple, à Castelnau, il y a des élus d'opposition qui siègent au conseil de métropole. Il y a des élus d'opposition de Montpellier qui siègent au conseil de métropole. Donc l'opposition, elle est là. Mais il n'y a pas de majorité métropolitaine
ou d'opposition métropolitaine. Il n'y a que des intérêts qui doivent être partagés et qui doivent logiquement coopérer. La clause générale de compétence, j'en ai parlé, on peut zapper. Tu peux tourner le PowerPoint. Tu peux tourner la page. Et voilà, alors là j'ai pris un exemple au pif. Hein. Il n'y avait pas une slide avant? Ah si, il y avait une slide avant. Non. Alors, les compétences des communes. Alors là je vais pas faire un... Vous l'avez, hein. Je ne vais pas faire un gros débat. Il y a une question? C'est pas un une entrée là? C'est quelqu'un qui va rentrer. Donc voilà, alors, les compétences des communes. Donc on a dit c'est essentiellement des compétences de proximité qui peuvent se décliner comme ça. Alors sur l'urbanisme et sur le logement, avec la décentralisation, on a considérablement accru les pouvoirs de la commune qui doit élaborer son plan local d'urbanisme, son plan d'occupation des sols et on va voir aussi, c'est l'urbanisme, un des grands absents aussi, enfin, des grandes conséquences de la métropolisation qui est que la commune perd petit à petit la maîtrise de son aménagement parce que l'urbanisme passe à la métropole, alors on peut garder des compétences d'instruction des dossiers, mais le traitement est fait à la métropole. Il y a des plans locaux d'urbanisme qui sont faits par les communes, mais s'inscrivent dans le plan local, le plan intercommunal d'urbanisme qui lui est voté à la métropole. Donc voilà, vous avez sur le logement la participation au PLH, qui est un document aussi important et qui lui aussi va devenir un plan intercommunal de l'habitat, de même que l'obligation des logements sociaux, la loi SRU et la loi ALUR, vous les connaissez, et bien des communes doivent payer une amende pour ne pas respecter cette loi. Voilà. En termes d'action sociale et de santé, essentiellement les CCAS, donc les centres sociaux, les centres communaux d'action sociale, qui vont s'occuper des personnes âgées, des aînés, de ceux qui sont exclus, des gens qui sont isolés, qui sont les plus précaires, et donc ça va se manifester. Bon, par exemple, à Gravelle, on a une épicerie sociale. Et ça, c'est une grande réalisation aussi, c'est d'avoir une épicerie où les gens s'inscrivent, sont dans une situation précaire et peuvent se servir, comme dans un supermarché, les produits dont ils ont besoin, avec des prix modiques. Hein. On n'a pas supprimé le prix parce qu'il y a une question de dignité aussi à faire valoir, mais c'est le CCAS qui gère ça, avec des bénévoles, et c'est un moyen de lutter contre la précarité, contre l'exclusion aussi, puisque c'est aussi un lieu de rencontre et c'est un lieu où les gens ils peuvent venir boire un café, discuter, etc. et avoir aussi des interlocuteurs avec qui parler. En termes d'éducation, vous le savez, les écoles, donc la construction, l'entretien, l'équipement des écoles, sur la culture et le sport, les bibliothèques, les musées, les médiathèques et le soutien aux associations, notamment sportives. Voilà. Et les limites. Alors, les limites de la loi NOTE, c'est qu'il y a je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un transfert de nombreuses compétences vers les métropoles, et donc progressivement, on a réduit le pouvoir des communes, le pouvoir d'aménagement et le pouvoir de faire des choses. Ensuite, j'ai fait un rapide schéma sur Montpellier. Si la slide peut bien arriver. Ah voilà. Alors Montpellier, au hasard. Montpellier, si tu peux, il y a combien? Alors on va pas lire le chiffre, il y a plus de 3000. Alors il y a plus de 3000 agents qui gèrent la ville de Montpellier pour 2200 pardon, agents à la métropole. Pour un territoire de Montpellier qui est 300 000 habitants et un territoire métropolitain qui a un peu plus de 500 000, qui a à peu près 500 000 habitants. Voilà, presque 500 000 habitants. Donc voilà, et là c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment un transfert de compétences vers les métropoles
et justement une fuite en avant de ces compétences-là, c'est que, voilà, qui gère réellement les choses? Vous avez l'aménagement, les grands documents d'aménagement, c'est les métropoles, le développement économique, le tourisme, c'est les métropoles, les mobilités et le transport, c'est les métropoles, la gestion des déchets, la gestion de l'eau, la gestion des nuisances sonores, de la pollution, des déchets, on l'a dit, voilà, tout ça, c'est la métropole, l'assainissement pareil. Donc ça, c'est les compétences obligatoires, c'est-à-dire que à partir du moment où vous rentrez dans un EPCI, parce que de toute façon vous n'avez pas le choix, et ben vous assumez de donner, de transférer ces compétences vers les EPCI et donc de perdre une partie de sa compétence. Et à Montpellier, il y a dans toutes les métropoles, il y a des compétences qui sont optionnelles ou facultatives, qui peuvent être prises en charge. Donc nous, à Montpellier, la culture et le sport, le logement et la politique de la ville, avec la lutte contre l'habitat indigne, la gestion des voiries et des routes métropolitaines. Bon, il y a une partie des voiries qui sont du domaine départemental, mais celles qui sont sur la métropole sont les gestions métropolitaines, et la transition écologique avec le PCAET de la métropole que vous connaissez peut-être. Donc on voit bien que il y a un sujet qui est la maîtrise de nos compétences, quoi, parce qu'on ne peut pas, vous l'avez vu, hein, Mesquida a annoncé l'autre jour qu'il voulait supprimer 100% des subventions à la culture. Bon, il est revenu derrière après en disant non, ce sera pas 100%, ce sera 48%, machin, mais bon, quand on est soi-disant un grand dirigeant de gauche, socialiste, machin, supprimer les subventions à la culture, ça marque mal quand même. Mais pour dire que la culture est une compétence optionnelle du département, donc facultative, et donc s'il veut supprimer 100% des subventions à la culture, il peut le faire, parce que ça ne fait pas partie des compétences obligatoires. J'ai une question. Vas-y. Vas-y. Juste avant. Voilà. Tu veux que je la pose non, non, c'est bon. C'était sur la question croisée, mobilité, transport, transition écologique. Oui. Du coup, comme c'est un peu obligatoire et un peu optionnel, est-ce qu'il y a possibilité des membres de la GLO, par exemple Saint-Jean-de-Védas, qui est concerné par le COM, de s'opposer à la construction du COM? Alors oui, les communes, c'est plus compliqué que ça, parce que le COM, si tu veux, il y a l'État qui rentre en jeu, il y a des sociétés qui rentrent en jeu, mais alors c'est pas Saint-Jean-de-Védas qui va s'opposer au COM, avec le maire actuel en tout cas, puisque le maire de Saint-Jean-de-Védas, qui n'a plus de majorité d'ailleurs à son conseil municipal, a fait éditer son dernier journal municipal avec la pub de Vinci, avec la tronche du mec de Vinci, pour soutenir le COM. Donc ça n'est pas près d'arriver. Mais oui, il y a la possibilité, si la métropole le voulait, de faire stopper ce projet inutile. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a des maires qui se sont associés et qui demandent à ce qu'il y ait un moratoire, ou qu'il y ait un lieu où on puisse discuter de ce COM. Il y a votre maire, Florence Brault, la maire de Prades-le-Lez, il y a la maire de Villeneuve, Véronique Négret, et il y a René, qui se sont associés et qui ont demandé à ce qu'il y ait un moratoire sur le COM, ou en tout cas qu'il y ait un espace de discussion pour qu'on puisse discuter de cette question au conseil métropolitain. Parce que pour le moment, il n'y a rien, il n'y a aucune discussion. De la Fosse, il met tout sous le tapis. Il dit oui, non, mais c'est Vinci, on soutient, mais voilà, un peu comme il fait sur le lien, sauf que le COM le concerne directement. Voilà, mais oui, c'est compétent. Voilà. Alors, je fais vite sur le département et les régions, parce que c'est pas vraiment ça qui nous intéresse, nous on est plus sur communes et métropole, mais voyez, alors le département, historiquement, ses compétences, c'est le social, donc il y a toute l'action sociale, l'aide sociale à l'enfance, la protection infantile, l'APA, les APL, le RSA, toutes ces aides-là sont des compétences obligatoires du département.
l'aménagement des espaces avec la voirie départementale, le transport scolaire, le transport des personnes en situation de handicap, c'est le département qui le gère. L'éducation, c'est les collèges. Typiquement, vous avez les communes, c'est l'école, le département, c'est le collège, et la région, c'est les lycées. Voilà, les archives départementales également, c'est une compétence départementale importante. Et pourquoi j'ai mis l'école primaire? Non, ça, vous pouvez l'enlever, c'est une erreur du truc. Voilà, bref, désolé. Le collège, c'est les collèges. Oui, mais je l'ai mis avant collège. C'est pour ça. Ah oui, collège. C'est une erreur, c'est une coquille, excusez-moi. Et donc, la région, donc c'est la formation professionnelle et le développement économique. Et donc, vous avez tous les schémas directeurs qui sont opposables ou pas opposables. C'est-à-dire, soit c'est des documents dont les collectivités peuvent se passer et dire bon bah c'est un document intéressant mais on n'est pas obligé de le suivre, et il y a des documents qui ne sont pas opposables et donc ça veut dire qu'on n'a pas le choix, les collectivités doivent se conformer à ces schémas là, et donc c'est le SRADET notamment, vous avez peut-être entendu parler, le SRADET ou le SREI2D, voilà, ou la gestion des le plan de déchets aussi. Il y a un plan de déchets régional, et donc les métropoles, toutes les collectivités de la région Occitanie doivent se conformer aussi à ce schéma directeur là. Voilà. L'éducation, les lycées, on a dit, le financement des universités et la formation professionnelle, et le soutien aux agences sanitaires, et notamment ça passe par le financement des ARS. Juste sur le... Précision sur le département, là on parle de la voirie départementale, on parle pas de la voirie municipale. On parle de la voirie départementale. Tout ce qui est route et tout. Voilà, c'est ça, c'est les routes départementales. Et sur la région, juste sur les universités, c'est partiel, hein? Ah oui, bien sûr, les universités c'est l'État, mais par contre la région met des sous dans les universités, dans les logements étudiants, dans le Crous ou dans la formation, effectivement. Voilà. Alors, là on passe aux compétences, les naissances et les décès, toute la partie état civil, qui est une grande partie de l'action des maires, hein, qui est de faire les mariages, d'acter les décès, et donc de faire les cartes d'identité, tout ça c'est du ressort du maire, mais en tant qu'officier d'état civil. Et enfin, le rôle qu'on connaît tous au quotidien, c'est-à-dire l'exécutif local, donc le maire et le chef du personnel municipal, et en premier lieu de la police municipale sur ces questions de sécurité et de salubrité publique, et donc qui gère le budget, le patrimoine et le personnel communal. J'ai fait une petite incise sur le maire pour qu'on comprenne bien les trois compétences du maire, qui n'est pas juste le représentant de la commune et élu par les citoyens, mais quand on est élu par les citoyens, on a une responsabilité qui nous est donnée par l'État et par la préfecture, et c'est important de le savoir. Voilà. J'ai une question. Oui. Tu parles de sécurité, chef de la police municipale. Oui. Est-ce que c'est sécurité dans la loi, ou est-ce qu'il y a la question aussi de tranquillité publique? Alors les deux notions, c'est l'ordre public et la tranquillité publique. Ça, c'est les deux notions qui sont dans la loi. Il n'y a pas de notion de sécurité à proprement parler, même si on entend beaucoup les adjoints à la sécurité. Voilà. Bon, c'est dans le contexte Rotaillot compatible. Voilà, mais non, il y a la notion de tranquillité et d'ordre public, et donc le maire est le garant de ça, et c'est à ce titre-là qu'il a des pouvoirs de police du maire, et qu'il est le chef direct de la police municipale, le directeur général des services et le chef du personnel sur le plan administratif, mais sur le plan politique, le maire est le chef direct de la police municipale et des services. Voilà. Ça arrive. Voilà, alors là j'ai essayé, sur les compétences on a fait un peu le tour, maintenant j'ai essayé de faire des questions sur lesquelles on pouvait un peu débattre aussi, donc sur comment
on va devoir aussi se battre nous. Il y a la question de comment, bon, le passage d'un triptyque républicain vers un triptyque ordolibéral, ça on l'a vu. Il y a une deuxième question qui est en train de se poser et qui est importante, qui est qu'on va vers la suppression du département. Vous avez vu hein, les attaques, dans ce que dit Mesquida, il y a une vérité aussi, c'est que l'État s'attaque au département. L'État veut mettre à mal les départements et l'objectif à terme de l'ordolibéralisme sur les départements, c'est de le fusionner avec les métropoles. Et on a déjà vu le cas, c'est le cas à Lyon par exemple, c'est un article là aussi spécial de la Constitution, de l'article 72, et donc à Lyon, il n'y a plus de département, c'est la métropole qui gère à la fois les compétences qui lui sont propres, plus celles du département, l'aide sociale, etc. Donc ça pose un vrai problème démocratique pour nous, c'est comment on arrive à lutter là-dessus, parce que comment on va faire pour préserver cette institution qui, comme on l'a vu, est quand même à la base de notre triptyque républicain. Alors ça va être toujours pareil sur des idées de management, il faut faire des économies, il faut fusionner. Mais est-ce que c'est la solution? Absolument pas. Et associé à cette disparition des départements, c'est l'article que j'ai écrit pour l'intérêt général, qui est la question de la différenciation territoriale, c'est-à-dire qu'on a introduit dans la loi la possibilité à ce que certaines collectivités dérogent aux règles étatiques, aux compétences étatiques, aux compétences des collectivités. C'est-à-dire que il est bien possible que dès lors qu'on a un département qui soit dirigé par le RN, de dire eh ben moi je veux déroger à la loi nationale sur le RSA et je veux en donner moins aux immigrés. Et avec la différenciation territoriale, on a la possibilité de faire ça. Alors, c'est soumis au contrôle de l'État, etc. Mais c'est une notion qui est dans la loi et c'est une notion qui est extrêmement dangereuse. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter la revue L'Intérêt Général. Mais voilà, c'est une question sur laquelle il faut se débattre et se poser. Il y a la question aussi, que j'ai mis un peu de décoffrage là, mais des conséquences de la métropolisation, parce que, on le sait, hein, la métropolisation a eu 3 conséquences qui ont été étudiées et qui ont été prouvées scientifiquement. C'est que la métropolisation entraîne une ségrégation socio-spatiale qui va à la fois concentrer les populations dans l'hypercentre et reléguer les populations les plus précaires à l'extérieur de ces centres et donc vers les périphéries. On a une autre conséquence qui est la gentrification, du coup, qui est la conséquence directe de la ségrégation socio-spatiale, qui est la gentrification, c'est-à-dire l'embourgeoisement des hypercentres. Et à mesure qu'on y va, la gentrification avance progressivement de quartier en quartier, et donc relègue les populations les plus précaires hors des villes, qui crée après la crise du logement, la crise sociale qu'on est en train de vivre, hein, parce que vous regardez les prix pour se loger à Montpellier, qui est en train de devenir complètement indécent, et même un couple qui travaille et qui a des revenus intéressants, c'est très difficile pour eux d'obtenir un crédit, de pouvoir se loger dans le centre de Montpellier, voire devenu quasiment impossible. Donc ça c'est une des conséquences de la métropolisation. Et enfin, l'étalement urbain, la bétonisation et le fait qu'il n'y a plus aucun espace qui soit ouvert. On est en train de progressivement tout bétonner. Donc il y a aussi se poser la question de comment on sort de la métropolisation, comment on arrive à démétropoliser. À la fois, ça se passe à l'intérieur des métropoles, comment on arrive à créer des mécanismes antilibéraux pour sortir de ça, et démocratiques. Et à la fois, ça se passe hors des métropoles, c'est-à-dire comment on arrive à faire travailler les territoires dits périphériques, même si on n'aime pas trop
ce mot-là chez nous, mais en tout cas sur les espaces qui sont hors des métropoles, comment on arrive à faire travailler tout ça. Et peut-être qu'une des pistes, c'est de non plus réfléchir à l'échelle de la métropole ou à l'échelle d'un territoire, mais à l'échelle de l'aire urbaine, qui est peut-être plus appropriée, parce que vous avez des coins ici comme l'Odève, comme Sète, qui dépendent économiquement par l'emploi de Montpellier, mais dont les services publics ne permettent pas d'assurer la continuité entre ces territoires et la métropole. Et donc maintenant, il serait peut-être temps de poser la question de comment on arrive à travailler en interterritorialité sur ces services publics-là. Et ça passe par une politique de transport ambitieuse, par la réouverture de petites lignes de train, par aussi l'emploi, comment on arrive à créer des bassins d'emploi, parce que, par exemple, juste un exemple, l'agence de développement économique de la métropole. Alors, vous savez, c'est le truc qu'on a filé à Alex Larue pour qu'il soit content, c'était le candidat de la droite en 2020, et comme il était copain avec Delafosse, on lui a filé la gestion de cette agence de développement économique. Toute cette politique est basée sur on va aller à l'étranger, on va faire venir des entreprises étrangères à Montpellier et on va leur accorder des bénéfices fiscaux, des avantages fiscaux, et avec le soleil et le beau temps et la plage, on va enrichir Montpellier comme ça. Alors je pense que c'est un très mauvais calcul, sachant qu'il n'y a pas besoin de faire des milliers d'allers-retours à l'étranger pour trouver des entreprises compétentes, qualifiées, et justement dans des coins comme l'Odève, dans des coins comme les hauts-cantons de l'Hérault, il y a des gens qui sont très dynamiques et qui ont envie de faire progresser ça, et plutôt que de se taper des bouchons aller-retour tous les matins, peut-être qu'on pourrait consacrer l'agence de développement économique à développer des liens économiques avec les différentes intercommunalités et les territoires du département. Voilà, c'est un débat qui est ouvert. Et enfin, retrouver l'esprit de la coopération intercommunale, comment on arrive à faire de la métropole non pas simplement un espace de coopération, mais un espace démocratique. Parce qu'il n'y a pas d'élection du président de la métropole au suffrage universel, il n'y a aucune élection des conseillers métropolitains au suffrage universel, c'est uniquement les conseillers de chaque commune qui élisent le président de la métropole. Alors c'est un débat qui est ouvert, hein. Moi je ne suis pas pour qu'on élise le président de la métropole au suffrage universel, parce que si on reste sur cet esprit de coopération-là, c'est les maires qui doivent s'entendre entre eux. Mais est-ce qu'on pourrait réfléchir à, par exemple, une possibilité qui est de dire que le président de la métropole n'est pas le maire de la ville-centre. Et donc on revient sur toute cette notion, par exemple à Montpellier, vous le savez, mais 50% des sièges de la métropole vont à Montpellier. Donc au final, même si toutes les communes étaient d'accord entre elles pour s'opposer à Michael Delafosse, c'est la ville-centre qui a la main. Et donc, ça s'est vu une fois ça. Ça s'est vu c'est lui à Béziers. Non, à Montpellier. Enfin, c'était le même. C'était l'autre là. Putain, oui, mais c'est lui qui avait Jean-Pierre Amour. Ouais, Amour. Avec Jean-Pierre Amour, ça s'est vu. Oui, c'est Fraîche qui avait décidé. Qui avait quitté le maire de moi. Bref. Et donc, voilà, donc le défi de la démocratisation, c'est aussi ça. Est-ce qu'on pourrait réfléchir à de nouvelles formes de démocratie pour améliorer le fonctionnement des intercommunalités, à commencer justement par ça, par faire un binôme qui peut être paritaire aussi entre la commune-centre et les territoires de la métropole. Ce qui n'est pas obligatoirement automatique, parce qu'il y a des petites intercommunalités où c'est essentiel que le président de l'EPCI soit aussi le maire de la ville centrale. Bref, il y a 10 000 situations, tu l'as dit. Il y a 10 000 situations différentes. Voilà. Et donc on l'a vu un petit peu au début, c'est-à-dire que si on arrive à des responsabilités locales, municipales, on va être confronté à différents types de freins. Le premier, on l'a vu, c'est le pouvoir du préfet, qui est dans son contrôle a posteriori un censeur de toute idée politique qui
serait différente avec celle de l'État. Donc le contrôle de l'égalité peut annuler certaines décisions, ça vous le savez, mais il peut s'opposer aussi, par exemple, sur la question des loyers. À Montpellier, on a voulu mettre en place le blocage des loyers. Alors, le préfet est venu et il a dit, ok, mais seulement limité à certaines zones sous une forme d'expérimentation. Et donc, comment vous voulez qu'on arrive à lutter contre la crise du logement si on reste aux mains des socialistes? Comment on fait? Parce que si on revient sur la slide précédente, on voit, pas la peine, hein, mais on voit bien que la grande majorité des pouvoirs sont à la métropole. Et donc, quelles sont les marges de manœuvre qu'on a et comment on peut arriver à démontrer aux gens qu'on est capable de faire une politique éco-socialiste et insoumise en dirigeant une seule ville. Donc, c'est après des exemples de la gauche par exemple, hein, ce qu'on fait à Grabel, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de faire simplement le socialisme dans une seule commune, mais on peut montrer qu'on est capable de faire des choses. Pareil, le maire de Grande-Synthe, l'ancien maire de Grande-Synthe, Damien Carême, qui est aujourd'hui député européen de la France Insoumise, il a écrit un article là, dans l'Intérêt Général pour montrer qu'on est capable de faire des choses à l'échelle des communes. Lui, il a fait tout un truc là, dans sa ville du Nord sur la démocratie écologique en associant les associations, les citoyens. Il a fait plein de trucs intéressants. Je vous invite à lire son article. Mais voilà, on n'est pas. Il y a beaucoup de pouvoir en métropole, mais on a aussi des possibilités d'action. Et c'est pour ça qu'il faut commencer à travailler dès maintenant sur à la fois comment on va imposer un rapport de force aux différentes institutions et à la fois quelles sont nos marges de manœuvre pour pouvoir faire des choses nous-mêmes. Et enfin, il y a ce que vous avez expliqué, Franck, la dernière fois, la contrainte budgétaire. Donc les dotations de l'État et les restrictions qui sont imposées aux collectivités qui réduisent les marges de manœuvre. Et ça, Franck vous a démontré qu'on était capable aussi de faire des choses ambitieuses en ayant un budget contraint. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'il va falloir se mettre sérieusement au travail parce qu'il y a du boulot. Là, j'ai parlé essentiellement de Montpellier parce que c'est ce que je connais le plus, mais on pourrait travailler sur l'ensemble des villes dans lesquelles vous êtes, villes et villages, parce que là aussi, les copains de Frontignan, vous allez devoir vous battre aussi pour arriver à faire quelque chose. Chez vous aussi au Pic Saint-Loup, dans vos communes, il y a des choses qui sont faites, mais là aussi, hein, il y a beaucoup de sujets différents à travailler. Et là, bon voilà, c'était les deux formations un peu généralistes, le budget et les compétences des collectivités, la décentralisation. Après, l'objectif de ces formations-là, c'est aussi de pouvoir faire des choses un peu plus thématiques sur la culture, sur le logement, sur le sport, sur l'éducation. Voilà, et qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Maintenant qu'on a vu quelles sont les compétences des communes, et ben on peut travailler à partir de ces compétences-là sur qu'est-ce qui est possible de faire. Voilà, messieurs, dames, c'est terminé pour moi. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Et pareil dans le chat. Juste pour voir, est-ce qu'on peut avoir un messagerie du chat? C'est carré. Ah ouais, carrément. J'ai un peu paraphrasé par moment, mais sur le début, non. La conversation. Et bonjour. Vous savez, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sur le fil de conversation. Vous pouvez parler directement aussi. Vous parlez directement, ou si on vous entend bien. Fais lever la main parce que s'il pose toute sa question en même temps. Voilà. En levant la main. Ouais. Bah, tiens, vas-y, Cédric. Les slides, pour pouvoir même d'avoir. Oui, Mathieu, c'est vrai qui parle. Je me demandais si vous pouvez trouver les slides de cette présentation, voire de celle d'avant quelque part, parce que j'ai raté celle de la dernière fois. Oui, on a. Vas-y.
Voilà. Et on a fait une boucle Telegram sur laquelle on a mis les PowerPoint. Et sinon aussi, tu peux laisser ton mail. Ça me permettra d'envoyer les documents. Donc tu peux me laisser ton... Je vois mon mail à Antoine. Très bien. Carrément, ouais. Et l'idée, c'est ça, c'est... on va mettre... c'est filmé, là, donc il y aura une retransmission vidéo de ça, si vous voulez revoir, réécouter ce que je raconte. Et on va mettre le PowerPoint aussi en ligne. Et l'idée, c'est sur cette boucle Telegram de pouvoir discuter progressivement, de pouvoir monter des petits collectifs qui travaillent sur les différentes thématiques, la culture et tout ça. Et puis progressivement entrer dans la question des municipales, toujours sur le fond. Voilà. Toujours sur le fond et toujours sur la compétence. Oui. C'est une question là, parce que bon, le paradoxe que tu soulevais tout à l'heure sur le fait d'améliorer la métropole, soit sur le fait que le maire ne soit pas de la ville principale, par exemple, c'est aussi accepter la métropole en fait, la métropolisation, si on part dans cette logique-là. Et donc, moi, j'irais plutôt dans l'inverse, sur la question de savoir, un village, moi je suis de Prades-de-Lez, j'ai été contre la métropolisation, j'ai voté contre, enfin j'ai voté contre, j'étais pas au conseil municipal, mais j'ai voté pour. Et aujourd'hui, est-ce qu'il serait possible de quitter la métropole? C'est pas possible. Depuis, on a vu tout à l'heure, c'est depuis la loi. Même si on. Il y a pas, c'est pas comme l'Union Européenne, il n'y a pas d'article 50 là. Il y a une obligation de l'État. Si tu veux changer ça, il va falloir avoir Mélenchon à l'Élysée et changer cette loi. Mais non, c'est obligatoire, toutes les collectivités doivent appartenir à une intercommunalité. Oui, mais si on veut, par exemple, aller sur la communauté de communes du Puy-de-Saint-Loup. Ah alors ça c'est possible, ça s'est eu vu dans des plus petites intercommunalités, ça s'est eu vu, mais ça prend du temps et ça prend le temps que aussi la communauté du Puy-de-Saint-Loup vous accepte, mettre en place les processus pour vous accepter. Mais ça peut se faire, hein. Est-ce que vous avez un intérêt à ça, parce que les compétences je sais pas, sont c'est juste les mêmes, ça c'est... À mon avis, vous avez plutôt d'intérêt à ce que Prades-de-Lez reste quand même dans la métropole. Parce qu'il y a eu un temps où on était, Prades était, enfin moi quand j'ai commencé à habiter à Prades, Prades était dans le district de Montpellier et dans la communauté de communes du Puy-de-Saint-Loup. On était sur les deux collectivités. Et avec un texte, alors je ne sais plus lequel, on a été obligé de choisir entre la communauté. Tu peux pas être sur les deux, mais par contre, ce qui peut être fait, c'est sur certaines compétences, travailler avec d'autres intercos. J'explique, par exemple, sur l'eau, il y a des structures qui découlent de l'intercommunalité, mais qui vont au-delà du territoire seulement métropolitain. Si tu veux, tu as le syndicat mixte Garé de Campagne qui va jusqu'à chez vous, là, hein, et vous, Prades-de-Lez est dans la régie de l'eau, mais en dessous, jusqu'à Clapier, c'est le SMGC, donc c'est une structure privée, hein, c'est une gestion privée de l'eau, mais le SMGC s'étend au-delà de la métropole et intègre des communes qui sont hors métropole. Pareil, de l'autre côté, c'est le SBL, le syndicat Bas-Languedoc, et il intègre une partie de Montpellier, une partie des collectivités du sud montpelliérain, mais il intègre aussi des communes qui sont hors métropole. Donc il y a ce qu'on appelle la coopération interterritoriale, c'est-à-dire que sur la gestion de certains services publics, on peut travailler avec d'autres intercommunes. Mais par exemple, ce qui serait intéressant, c'est sur les transports, par exemple, là, au prochain conseil de métropole, on teste la possibilité d'étendre la gratuité à la commune de Montarnon, qui n'est pas dans la métropole. Donc ça, c'est intéressant, parce que
Ça veut dire que non seulement Montarno, ils sont pour la gratuité des transports, mais ils ont envie de s'intégrer dans une dynamique métropolitaine sur une politique qu'on soutient quand même, quoi. Donc il y a possibilité, même si tu n'es pas dans l'interco au centre, de bénéficier de certains services publics. Un peu compliqué, mais je reviens sur l'eau. Clapier a essayé de sortir du SMGC pour rentrer dans la gestion publique et dans la régie. Et ça n'a jamais fonctionné, ça a été un parcours du combattant. Le maire, Pinceau, il a fait les pieds et les mains pour essayer de s'en aller, mais structure privée a fait valoir l'ensemble de ses droits prédateurs et a empêché Clapier de sortir. Donc c'est pour ça que la métropole boycotte, fait la politique de la chaise vide, au SMGC jusqu'à qu'on trouve une solution pour Clapier. Mais si tu veux, sortir d'une interco pour rentrer dans une autre interco, c'est hyper difficile. Gaspard, vas-y. J'aurais deux questions. En plus, tu as répondu à une partie d'entre elles, donc je vais commencer par celle-ci. Comme disait Joël, comme disait Joël, on est obligé effectivement d'intégrer un EPSI. Par contre, est-ce qu'il est tout à fait possible de ne pas participer aux réunions de ces EPCI ou faire la politique de la chaise vide, de ne pas leur envoyer les dossiers, ou est-ce qu'on est forcé, enfin voilà, est-ce que ça implique être dans un EPCI, ça implique nécessairement de participer à cet EPCI? Et voilà. Tu peux, mais les gens ils vont prendre des décisions sans toi, quoi. Ils vont prendre des décisions pour toi, mais sans toi. D'accord. Oui, c'était sur le pouvoir préfectoral, parce que là il est marqué en fait que l'exercice un contrôle de légalité et peut annuler certaines décisions. Ouais. Il y a des décisions qu'il ne peut pas annuler ou c'est. Non, il peut annuler les décisions qui ne sont pas légales. Voilà. Je peux rentrer dans le détail du contrôle de légalité, mais ça va devenir chiant là pour faire. Oui, mais Non, mais tu as raison de poser la question. Il y a différents types de contrôles. Bon, il faut savoir qu'il y a un contrôle de légalité. Pour te faire rapide, il y a un contrôle de légalité. De contrôle de légalité découle différents types de contrôles. Et maintenant, il y a un nouveau type de contrôle qui arrive, c'est le contrôle de gestion. Et là, ça devient dangereux parce que c'est un contrôle qui est de plus en plus politique sur la gestion des communes. Et là, c'est une gestion, un contrôle sur le budgétaire, on va dire essentiellement, enfin, de contrôle budgétaire et de contrôle de gestion. Tu as des lignes de gestion et il y a un contrôle de plus en plus de ton déficit, de comment tu gères ta commune, et si c'est pas bien géré, on peut te censurer ou même